Et si le meilleur remake en live action de Disney était en fait le moins connu? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en revenant sur les deux premiers remakes en prise de vue réelle de Disney. Dans une période où l'originalité semble disparaître un peu plus chaque jour à Hollywood, où les rares succès en salle ne sont presque plus que des suites, remakes ou reboots, qui eux-mêmes commencent à sérieusement battre de l'aile, je me suis dit qu'on allait revenir à la source d'une vilaine habitude qu'a pris Disney ces dernières années, les remakes de leurs grands classiques, avec des gens en chair et en os dedans. Quand on y pense vite fait, on se dit que le premier, celui qui a lancé cette vague actuelle incessante, c'est le Alice de Tim Burton. Mais quand on est un gamin qui a grandi dans les 90s comme moi, on se souvient des 101 Dalmatiens, avec une Glenn Close mémorable en Cruella, et on va en parler tout de suite, mais non, le premier vrai remake live, c'était ce Livre de la Jungle, qui date de 94. Et vu qu'il est pas sur Disney+, et qu'on a eu droit à un nouveau remake en 2016, j'ai l'impression que Disney veut l'oublier, ou en tout cas s'en fout royalement. Et d'ailleurs, pour ceux qui en doutent, c'est bel et bien, en partie, une production Disney, comme le prouve l'ouverture du film, 2 fois, et le making-of, en direct de chez Mickey. Cela dit, l'idée de base n'émane effectivement pas de là-bas, puisqu'elle provient d'un producteur d'origine indienne, Raju Patel. Patel s'était dit, flairant le bon coup, que pour fêter les 100 ans du bouquin, une nouvelle adaptation de l'œuvre de Kipling pourrait être une bonne idée. Il va alors s'associer avec Disney, qui accepte de distribuer le film et le cofinancer. Et quitte à cofinancer, autant mettre à la barre un réalisateur avec qui on a déjà bossé, un certain Stephen Sommers, qui avait réalisé pour Disney Les Aventures de Huckleberry Finn, un film adapté d'un livre dans lequel Elijah Wood traverse une région dangereuse avec un camarade. Non, il n'amène pas un anneau au Mordor et son pote n'est pas Sam Gamgee, mais plutôt un esclave qui vient tout juste de s'enfuir. Ouais, haute délire. Si le nom de Stephen Sommers vous parle, c'est normal, puisque le gars connaîtra un immense succès quelques années plus tard, en 97, avec l'un des meilleurs films d'action des 90s, La Momie, dont on parlera d'ailleurs un jour. Faudrait un jour aussi se pencher sur le déclin de la carrière de Stephen Sommers, parce qu'après le retour de La Momie, il a commis Van Helsing, bien fun mais pas loin du nanar de luxe, et depuis, G.I. Joe en 2009, et un flop intégral, Hot Thomas, en 2013, avec le regretté Anton Yelchin et Willem Dafoe. Ouais, l'affiche donne bien envie là. Bon, le film avait un budget de 27 millions et on a rapporté 1,3. Ouais non, mais faut plus chercher, hein, je sais pourquoi le pauvre Stephen est porté disparu. En vrai, ça me rend triste parce que le gars, dans le genre réal de studio, sait y faire. Il a un œil pour l'action et un très bon timing comique, comme le prouvent ces deux momies, dans une moindre mesure Van Helsing, mais aussi, on va le voir tout de suite, son adaptation du Livre de la Jungle. Allez, on a assez digressé, on va se lancer dans ce premier remake live action de Disney, et croyez-moi, vous risquez d'être surpris. Le film débute avec une voix off qui nous raconte que le plus important dans la vie, c'est l'amour. Un préambule qui donne bien le ton et promet déjà de dériver du dessin animé des années 60. Et cette voix off, en 94, tout le monde la reconnaît immédiatement, puisque c'est celle de Sam Neill, acteur qui sort tout juste du plus gros succès de l'année précédente, Jurassic Park. Et donc Sam Neill a été envoyé en Inde pour gérer des trucs, il a une fille, Catherine, et leur guide a un fils, Mowgli. Le film a commencé depuis 1 minute, on a juste eu de la voix off, et on a déjà compris que l'histoire va se baser, au moins en partie, sur une romance entre ces deux-là. Simple et efficace. Bon, vu qu'on va aborder 3 films et que cette vidéo n'est pas censée durer 45 minutes, on va accélérer un peu. Ce qu'on remarque assez rapidement, et qui fait plaisir, c'est qu'on n'est pas du tout dans une idée de remake plan par plan, devenue presque la norme aujourd'hui. D'abord, Mowgli ne reste pas enfant très longtemps, puisqu'il est déjà adulte après 20 minutes de film. Peut-être parce que faire un tournage uniquement avec un enfant et des animaux exotiques, ça aurait été un enfer, et puis surtout parce que ça va permettre de développer des thématiques très différentes du dessin animé, à base d'histoires d'amour, de réinsertion en société, de la limite entre l'homme et l'animal, se demandant lequel des deux est vraiment le plus sauvage, et une petite critique de la présence britannique en Inde, mais sans trop se mouiller quand même. Ouais, dans un sens, on est vraiment pas loin de ce que Disney fera quelques années plus tard avec Tarzan, et certaines scènes seront même directement inspirées par ce film-ci. On peut aussi dresser un parallèle avec L'Enfant Sauvage de Truffaut, bien que les scènes d'éducation sont ici un peu expédiées, pour que le film se concentre sur ce qui l'intéresse vraiment, c'est-à-dire la romance entre Mowgli et Cersei Lannister. Ah ouais, le casting y est plein de surprises. Jason Scott Lee en Mowgli c'est parfait, et il est entouré d'une sacrée brochette d'acteurs. Sam Neill et Lena Headey que j'ai déjà cité, mais aussi Cary Elwes, Jason Flemyng, et surtout le Monty Python John Cleese, qui n'accepte pas n'importe quel rôle. Et franchement, j'ai été agréablement surpris par cette adaptation. 4 ans avant La Momie, Sommers a déjà tous les ingrédients qui feront son succès. Des scènes d'action efficaces, des personnages bien définis, même s'ils sont souvent stéréotypés, c'est exactement ce dont on a besoin pour un film de ce genre. Un humour efficace sans être lourd,
et une jolie histoire d'amour, qui n'évite pas les clichés, mais qui est satisfaisante pour le spectateur. Puis j'avoue avoir été plusieurs fois surpris par le scénario, et par le développement de Mowgli, qui, une fois entouré d'hommes, va préférer sa part animale, même si ça lui vaut d'être chassé. Mais ce qui me fait le plus de bien, et ça sera aussi le cas pour le film suivant, c'est l'utilisation de vrais animaux. Utilisation aujourd'hui dénoncée et combattue, pour de nobles raisons, mais entre des bêtes en images de synthèse et des vrais ours, des vrais tigres ou des vrais loups, il n'y a pas photo. Il y a quelques rares effets spéciaux et 2-3 animatronics pour certains plans de Baloo ou K, mais pour le reste, il y a eu plus de 200 animaux utilisés pour le tournage. Bref, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vivement cette version, et je pense honnêtement que c'est mieux que l'entièreté des remakes live-action de Disney. Ouais, carrément. Et il mérite pour moi un 14,5 sur 20. Mais partez pas, j'ai pas fini. Parce que le premier vrai remake lancé par Disney arrivera en 96 aux États-Unis, puis en 97 chez nous, et va être un énorme succès, dépassant par exemple Le Bossu de Notre-Dame au box-office. Les 101 Dalmatiens, nouvelle adaptation du roman, mais fortement basée sur le classique Disney, est réalisé par Stephen Herek, qui avait pas trop mal commencé sa carrière avec Critters, L'excellente aventure de Bill et Ted, Les Petits Champions, puis évidemment Les 101 Dalmatiens, avant de se perdre lui aussi, un peu comme Stephen Sommers, avec au choix une suite du déjà très mauvais Bleu d'Enfer, ou Le Chaperon, avec Triple H en ancien détenu qui accompagne sa fille en sortie scolaire et... Putain, j'ai envie de le voir maintenant. Contrairement au livre de la jungle, cette version des 101 Dalmatiens reprend grosso modo le déroulé de la version animée, avec quelques petits changements par-ci par-là, comme Roger qui est maintenant designer de jeux vidéo, que Cruella a plus de raisons de s'en prendre au chien d'Anita puisqu'elle prend comme une trahison le fait qu'elle se marie avec Roger, ou les animaux qui ne parlent pas, ce qui est toujours une excellente idée. D'ailleurs, ce serait dommage qu'ils changent ça pour la suite. Hein ? Inutile de revenir sur le scénario, tout le monde le connaît, mais s'il y a bien un truc dont il faut parler dans cette version, c'est de sa méchante, Cruella, iconisée ici à l'écran par Glenn Close, qui nous propose une performance mémorable, over the top juste comme il faut, réussissant à être encore plus caricaturale et odieuse que celle du dessin animé. Son rire, ses crises, ses costumes, ses coiffures, sa façon de traiter son personnel, son amour démesuré pour la fourrure, tout est absolument parfait. Et rien que pour elle, le film vaut la peine d'être vu. En fait, tout le casting est impeccable. Jeff Daniels est un Roger plus vrai que nature, avec sa flemme naturelle et son côté attachant, et puis les deux voleurs, Jasper et Horace, sont quand même joués par Dr House et Arthur Weasley. Ouais, à l'époque, avant de devenir le docteur le plus cynique de la planète, Hugh Laurie aimait bien les productions pour enfants. Par exemple, c'était aussi lui le papa de Stuart Little. Encore une fois, l'utilisation de vrais animaux renforce le film, surtout dans sa première partie, où les chiens utilisés pour Pongo et Perdita sont complètement bluffants, au point où leur rajouter du dialogue, même en voix off, aurait été complètement inutile. Ce réalisme se perd un peu vers la fin, avec quelques passages en 3D, un chien qui mime des trucs, un chiot qui rigole après avoir fait tomber Cruella, et même des ratons laveurs qui se font un high five. Ouais, ça part en couille dans son final, mais bon, faut avouer que quand j'étais gosse, c'était un vrai kiff que de voir Cruella et ses associés prendre aussi cher. Et ouais, on sent que Maman j'ai raté l'avion est passé par là. Malgré ce final un peu décevant, Les 101 Dalmatiens reste un film très correct, qui mérite son petit 12 sur 20. Et j'ai toujours pas fini, parce que, et même si c'est pas un remake puisque la suite du dessin animé est sortie en 2003 et ne raconte pas du tout la même histoire, en 2000, vu l'énorme succès du premier, ils ont proposé un nouveau chèque à Glenn Close pour qu'elle reprenne la perruque, dans un film qui sera beaucoup plus centré sur elle. Elle a accepté, elle aurait peut-être pas dû. Dans Les 102 Dalmatiens, après un générique très moche qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, Cruella est guérie, elle aime désormais les chiens et ne supporte plus la fourrure. Tout ça grâce au génial professeur Pavlov. Parce que vous comprenez, Pavlov, chien, tout ça. Elle est donc relâchée dans la société, sauf que le traitement de Pavlov n'a qu'un seul défaut. Il s'annule dès que le patient entend sonner Big Ben, ce qui ajoute une couche à la référence pavlovienne, d'accord, mais ce qui s'avère surtout assez compliqué quand on habite à Londres. Enfin, le pauvre docteur n'était pas au courant, il faut pas lui en vouloir. Un jour, dans le bureau de sa juge d'application des peines, situé juste en face de la tour Elisabeth, oui parce que c'est pas le bâtiment qui s'appelle Big Ben mais bien juste sa grosse cloche, Big Ben résonne et, comme Alex Delarge dans Orange Mécanique, Cruella redevient elle-même. Elle va donc se remettre à la recherche de son Graal ultime, son manteau en poil de bébé dalmatien. Et ça tombe bien puisque Chloé, elle là, a justement des dalmatiens qui viennent d'avoir des chiots. Ouais, et le papa c'est Dipstick, l'un des chiots de Pongo et Perdita. Ce qui n'a aucun sens quand on voit où habitent Roger et Anita. Ils avaient absolument aucune raison de le faire adopter, mais bref, fallait bien faire une petite référence au premier, j'imagine.
Cruella a donc besoin d'aide et pour ça va utiliser son souffre-douleur préféré, Alonso qui apparaissait déjà dans le 1, et un spécialiste de la fourrure, un Français, la seule et unique raison de voir ce film. Bordel, mais Gérard Depardieu en Jean-Pierre Le Pelt, c'est le summum du grand n'importe quoi. C'est quand le mauvais goût se transforme en art, c'est merveilleux. Vraiment, son arrivée m'a foutu un fou rire assez incroyable. Malgré ça, le film reste plutôt médiocre, poussant au max tout ce qui m'avait déplu dans le premier, avec par exemple un putain de perroquet qui parle, et qui se prend pour un chien parce que il vit avec des chiens, d'accord. Le scénario s'occupe également beaucoup trop de la romance naissante entre Chloé et Kevin, un gars qui aime beaucoup les chiens et dont le foyer va être racheté par Cruella à sa sortie de prison, foyer qui s'appelle Deuxième Chance parce que ici aussi on ne connaît pas la subtilité. Un Kevin qui est joué par Mr. Fantastic. Non, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est Johan Gruffudd, c'est pas le meilleur acteur du monde, mais il fait le boulot. Ah, et il y a une scène où les deux amoureux sont en date, c'est leur premier rendez-vous, et ils vont au restaurant pour manger des spaghettis bolognaises. Mais qui fait ça? Qui mange des spaghettis bolo au resto? Surtout habillé en blanc? C'est totalement con. C'est uniquement là pour faire un clin d'œil très appuyé à La Belle et le Clochard. Mais très appuyé le clin d'œil, hein, genre tellement appuyé que ça va te donner mal de crâne. Et ils réussissent aussi à faire un final encore plus humiliant que dans le premier, puisqu'après avoir été littéralement traîné dans la merde, Cruella est ici transformée en gâteau. Ils avaient vraiment pas d'idée. C'est pas très bon, heureusement que Glenn Close et Gros GG s'amusent un peu, sans ça le film n'aurait aucun intérêt. Et ça ne mérite pas plus qu'un 7 sur 20. On parlera bien plus des remakes live d'ici quelques mois, dans des vidéos plus longues, mais je trouvais intéressant de revenir déjà sur les premiers, et j'espère que ça vous aura au moins donné envie de découvrir le livre de la jungle de 94. Sur ce, je vous dis à très vite pour un cinépop que vous êtes sûrement nombreux à attendre, celui sur Hercule, qui sortira dans les jours à venir. Ciao!